Bonjour, je vous propose à travers trois présentations successives de découvrir comment la nature peut être notre meilleur allié par rapport au changement climatique et plus largement par rapport aux enjeux sociétaux de demain, à travers l'idée des solutions fondées sur la nature. Nous allons parcourir au fil de ces présentations. Première approche, un certain nombre de questions que vous vous êtes déjà posées peut-être sur l'origine de l'eau que vous buvez. Comment se fait-il qu'il y ait toujours de l'eau qui coule du robinet, qui coule des sources? Sur la question de la fécondation des légumes, des arbres fruitiers. On entend beaucoup parler de la pollinisation à travers les abeilles, mais aussi peut-être sur une question plus culturelle, qui a pu inspirer les hommes ou les femmes préhistoriques qui ont fait ces dessins dans les grottes antiques. Ben, c'est la nature, bien sûr, la nature qui nous rend un certain nombre de services indispensables qui sont illustrés sur quelques-unes des images ici, aussi bien la production alimentaire, la production de fibres, les médicaments, l'eau, évidemment, que l'on vient de mentionner, et puis pour ce qui concerne nos vernes, notamment ben, la qualité de nos fromages, par exemple. Ces services que nous rend la nature, on les appelle des services écosystémiques. Ils ont, alors c'est un terme un peu barbare, mais c'est des services qui sont rendus par les écosystèmes. Ils ont été étudiés et classifiés en 2005 par un travail au niveau international et qui a conduit à faire quatre catégories. Une catégorie transversale qu'on appelle les services de soutien, ceux qui figurent au bas de cette diapositive, et qui sont l'ensemble des processus naturels liés au fonctionnement des écosystèmes et qui permettent les trois autres services étant directement bénéfiques pour l'humanité. Alors, on a les services d'approvisionnement qu'on a déjà vus dans les illustrations précédentes. C'est eux qui vont nous permettre d'avoir de la nourriture, d'avoir des fibres végétales, par exemple, pour nous habiller, d'avoir des ressources énergétiques à travers le gaz, les produits pétroliers, le charbon, qui sont liés à la biomasse qui s'est accumulée, à la végétation qui s'est accumulée au cours des temps préhistoriques. On a les services de régulation qui nous permettent de conserver une planète qui fonctionne bien, de garder un équilibre entre les différentes espèces. Par exemple, aujourd'hui, en pleine période de crise du Covid-19, un service de régulation qui fonctionne moins bien, c'est celui qui permettait de limiter la transmission des virus, jusqu'à un certain nombre de virus, jusqu'à l'être humain. Et puis il y a les services culturels qui sont souvent un peu les parents pauvres, qui sont oubliés et qui sont pourtant indispensables à notre bien-être, à notre santé mentale, à notre morale, qui sont l'inspiration qu'on peut trouver dans la nature, mais aussi un certain nombre de valeurs spirituelles ou de valeurs éthiques. L'ensemble de ces services écosystémiques sont évidemment indispensables à la survie et au bien-être de l'humanité. Alors voilà un exemple de service d'approvisionnement et de régulation dans le cadre du cycle de l'eau. Vous connaissez le cycle de l'eau, hein, l'évaporation au-dessus des océans ou des mers, et puis les nuages qui remontent jusque vers les montagnes, qui se transforment en pluie. La pluie va tomber, circuler à travers le système des cours d'eau et des rivières jusqu'à la mer, et le cycle va recommencer. Mais ce cycle n'est pas qu'un cycle physique. L'écologie des milieux naturels, la végétation notamment, joue un rôle vraiment très très important, puisque ce sont les zones humides qui vont réguler ce cycle de l'eau. Les plantes vont être très importantes parce qu'une partie importante de l'évaporation se fait certes au-dessus des océans, mais aussi au-dessus des zones de végétation. Et l'évapotranspiration, donc la transpiration des plantes, génère les 2 tiers des pluies. C'est d'ailleurs ce qui pose une difficulté quand on enclenche dans certains pays un cycle de sécheresse. La diminution de la végétation va limiter l'évapotranspiration, qui va limiter la pluie, et donc on a un cercle maléfique qui se met en place et qui conduit à l'assèchement. Et puis il y a un rôle très important aussi qui est celui de l'épuration de l'eau par les racines des plantes et les micro-organismes qui y vivent, qui sont capables de capter un certain nombre d'éléments, alors le phosphore, l'azote par exemple, mais aussi des molécules de produits de produits chimiques liés aux activités humaines qui vont se décomposer. Il va y avoir un vrai rôle d'auto-épuration qui va être fait au niveau de l'eau par l'activité microbienne des sols et par l'activité au niveau des racines. Un autre exemple qu'on a cité tout à l'heure, c'est les services culturels. La nature a été de tout temps, depuis les premiers temps de l'humanité à travers les dessins dans les grottes, ou les premiers temps de notre vie d'adulte à travers les dessins qu'on peut faire enfant, jusqu'à notre âge adulte et sur tous les continents, sur toutes les civilisations, la nature a été une source d'inspiration
pour les dessins, pour les contes, pour les rêves. Souvenez-vous des histoires qu'on vous racontait, des contes et légendes, le nombre de contes et légendes qui prennent naissance dans la nature. Et on a besoin en permanence de ce lien avec la nature pour arriver à conserver cet équilibre mental. C'est des fois quelque chose qu'on a tendance à oublier. Là aussi, cet enregistrement étant fait en période de confinement, nous sommes pour un certain nombre d'entre nous coupés de la nature et ça nous manque particulièrement. Ces écosystèmes, ils fonctionnent grâce aux multiples interactions qui existent entre les êtres vivants. Au sein des écosystèmes, entre la végétation et la concurrence qui va exister entre les différents types de végétation, au niveau des insectes, au niveau des animaux qui vont manger les plantes et puis ensuite des prédateurs, il y a un équilibre en permanence, un équilibre dynamique avec des espèces qui se concurrencent, qui vont au contraire développer des synergies. Et c'est cet équilibre qu'on appelle la résilience des milieux naturels qui leur permet de conserver l'état d'équilibre après des éléments qui auraient pu les perturber. Une année où le climat va être un peu différent, les milieux naturels vont pouvoir retrouver leur équilibre. C'est cette capacité de résilience. Et on est dans un système où peut-être à nos yeux tout paraît de manière assez uniforme et constante. En vérité, tout bouge en permanence, tout s'adapte. C'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Or, aujourd'hui, ces services écosystémiques qu'on a vus tout à l'heure et cette résilience des milieux naturels, cette capacité à retrouver leur équilibre, eh bien, tout ça est menacé par deux éléments qui sont liés aux activités humaines. Le changement climatique global, illustré par cette image de synthèse ici, et la crise de la biodiversité, illustrée par ce dessin d'Honoré, qui, les deux, changement climatique et crise de biodiversité, menacent effectivement la poursuite de ces services écosystémiques. Alors cette première menace, elle est liée au changement climatique global. Il n'est pas inintéressant de se souvenir de quelle est l'origine du changement climatique global. Vous savez que le climat à l'échelle de la Terre est largement conditionné par les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est d'abord la vapeur d'eau, mais c'est aussi le dioxyde de carbone, le gaz carbonique. Et ces gaz qui sont présents dans l'atmosphère jouent un rôle très très bénéfique. Parce que sans eux, la surface de la Terre serait beaucoup plus froide et ne serait pas compatible avec le développement de la vie. On n'a qu'à voir une planète qui n'est pas très très éloignée de nous, au plan astronomique j'entends, c'est la planète Mars. Eh ben, elle a perdu son atmosphère et aujourd'hui elle n'est absolument pas vivable avec des variations de température qui sont beaucoup plus importantes que celles qu'on a sur la Terre. Donc les gaz à effet de serre, en retenant, tel que l'illustre le schéma, une partie de l'énergie solaire qui ne repart pas dans l'atmosphère, qui ne repart pas dans l'espace, pardon, qui est piégée dans l'atmosphère, permettent la vie sur Terre. Mais c'est des variations dans ces gaz à effet de serre qui sont la cause du changement climatique. Alors, c'est intéressant de noter que le principal gaz à effet de serre sur Terre, c'est la vapeur d'eau, qui représente 72% de l'effet de serre naturel et d'origine humaine. Par contre, c'est bien le dioxyde de carbone, le gaz carbonique, qui, lui, est responsable des 3/4 de l'effet de serre lié aux activités humaines. Vous noterez aussi qu'il y a d'autres gaz dont on entend parfois parler, comme le méthane, le protoxyde d'azote ou d'autres, qui jouent un rôle dans l'effet de serre. Alors le changement climatique global, il est aujourd'hui largement avéré et il est largement corrélé avec la variation de concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère. Le schéma, la courbe que vous avez sur la gauche, montre la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère sur 10 000 ans. On voit de moins 8 000 à gauche jusqu'à 2000 à notre époque actuelle. Alors, comment a-t-on pu identifier la concentration en gaz carbonique dans les temps anciens? Eh bien, c'est à travers l'analyse de l'air qui était piégé dans des glaces, notamment dans des glaces fossiles au niveau de l'Antarctique. On a pu dater et on a pu mesurer ainsi cette variation de concentration de gaz carbonique. Et vous voyez qu'elle est somme toute relativement constante pendant les 8000, voire même 9000 premières années de notre courbe. Elle se situe autour de 250, 270 ppm. ppm, c'est partie pour million, c'est-à-dire 410 ppm qui est la concentration aujourd'hui. Vous voyez que c'est 0,04% de présence de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et donc, citant les 410 ppm, eh bien, vous avez compris qu'on est passé en quelques années, en quelques dizaines d'années, d'une concentration qui était à 265-270 ppm à 410, et vous voyez même aujourd'hui que la concentration continue à croître, puisque les derniers chiffres que j'ai
qui date du 12 mai 2019, il y a bientôt un an, on avait dépassé les 415,4 parties pour million. Et cette explosion, littéralement, on le voit sur la courbe à travers la partie en rouge, qui correspond à des mesures réelles dans l'atmosphère, cette explosion quasi doublement de la concentration en CO2, elle est évidemment liée aux activités humaines, et vous le savez, essentiellement liée à la consommation de carburants fossiles, de charbon, de produits pétroliers essentiellement, qui représentaient du carbone piégé dans les couches terrestres et que l'être humain est allé chercher pour produire son énergie. Alors cette augmentation de la concentration en CO2, elle se traduit directement par un réchauffement global de la planète. Là, vous avez une courbe qui vous montre les températures moyennes à la surface de la Terre entre 1850 et 2017. Alors les climatologues prennent comme période de référence, par définition, la période 1961-1990, considérant que voilà, ça va représenter le zéro, et on mesure les températures moyennes année après année, et on regarde si on est au-dessus ou en dessous de cette moyenne. Et on voit bien à travers cette courbe que sur les 20 ans qui précèdent notre époque actuelle, c'est-à-dire jusqu'à l'an 2000 à peu près, on est plutôt sur des températures moyennes qui étaient inférieures à la moyenne de référence, à la période de référence. Par contre, depuis 20 ans, on voit que les températures sont en train d'augmenter et c'est complètement corrélé à l'augmentation de la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère. On retrouve la même chose quand on prend les données de Météo France sur les écarts à la normale des températures moyennes en France sur la période, là on est sur 1900-2017. Vous avez compris, le principe est le même. On a toujours notre période de référence, on considère que le zéro, on se compare par rapport à la période 1961-1990. Si on est en bleu, ça veut dire que l'année considérée a une température inférieure. Si on est en rouge, c'est qu'on était sur une température supérieure. Et on voit bien que c'est depuis les années 90 qu'on est systématiquement sur des températures supérieures qui traduisent bien la difficulté, le réchauffement climatique. Alors cette évolution des températures moyennes, elle est visible également en Auvergne-Rhône-Alpes, pas seulement en France. Et là, vous avez une carte qui vous montre l'évolution depuis 60 ans des températures moyennes sur un certain nombre de villes en Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous voyez qu'on est presque partout autour de plus 2 degrés qui ont été gagnés en 60 ans. Ça peut même aller plus loin puisque sur la Haute-Savoie ou la Savoie, on gagne presque 2,5 degrés. Donc 2 degrés, c'est évidemment très important et ça a des impacts, on le verra dans les diapos qui suivent. Alors, si le réchauffement est global à l'échelle de la planète, il y a surtout un autre impact qui est particulièrement embêtant, c'est que ce réchauffement global va conduire à une instabilité du climat, et notamment à une augmentation d'un certain nombre de phénomènes extrêmes qui autrefois étaient peu fréquents. On avait des années de sécheresse ou des années avec des fortes tempêtes ou des hivers très froids qui revenaient avec des fréquences assez faibles, et la fréquence de ces événements extrêmes va augmenter. Et parmi ces événements, c'est tout ce qui peut toucher et impacter directement nos sociétés humaines, les inondations côtières ou fluviales, les pénuries d'eau, les vagues de chaleur extrêmes. Il n'y a qu'à voir effectivement sur les 10 dernières années le nombre d'événements climatiques hors normes que nous avons pu enregistrer, alors chez nous en France ou en Europe, mais plus largement sur l'ensemble de la planète. Et ces événements extrêmes risquant de se multiplier, ils vont avoir des impacts. Et la question qui va être posée, c'est celle à chaque fois de la capacité des écosystèmes à retrouver leur équilibre après avoir été perturbés, cette notion de résilience qu'on évoquait tout à l'heure. Là, vous avez quelques chiffres clés qui sont issus de l'Observatoire régional climat, air, énergie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui démontrent effectivement, par certains, des effets très précis, très pratiques, de ce changement climatique. Par exemple, en haut à droite, depuis les années 60, on a perdu en moyenne 14 jours de gel par an. Donc vous voyez que ça peut avoir un impact sur le développement d'un certain nombre de végétaux, sur la régulation d'un certain nombre d'insectes qui peuvent être ensuite poser des problèmes pour les cultures ou pour la santé humaine. Vous avez des baisses de la hauteur de neige
aux altitudes inférieures à 1700 mètres. Et ben, ça, par exemple, sera des impacts directs sur la capacité des manteaux neigeux à être importants et donc sur l'alimentation en eau et bien évidemment sur des activités économiques, comme toutes les activités économiques hivernales de pratique de ski ou de sport de montagne. Et donc, ces impacts principaux, ben, on les voit tout de suite, ils vont entraîner des modifications sur l'agriculture à travers la sécheresse des sols, à travers un démarrage plus précoce de la végétation et des risques derrière de gelée, on l'a vu ces dernières années sur les fruitiers, sur la ressource en eau, mais aussi sur la qualité de l'air qui directement aura un impact sur la santé humaine à travers les allergies ou les difficultés respiratoires qui peuvent se poser, sur les feux de forêt aussi, des régions qui n'étaient pas touchées par des feux de forêt, quand on va cumuler sécheresse des sols, diminution de la ressource en eau, et ben on va augmenter probablement le risque d'incendie sur certains secteurs qui n'étaient pas touchés. Et il va falloir qu'on arrive à vivre avec ces phénomènes extrêmes, phénomènes climatiques qui vont se développer. La deuxième menace que j'évoquais tout à l'heure sur la résilience des écosystèmes, c'est la crise de la biodiversité. Si pendant longtemps on a eu du mal à caractériser la crise de la biodiversité, même si un certain nombre de scientifiques ou de naturalistes le ressentaient bien à travers leurs observations, on ne disposait pas de suivi à long terme qui permettait de le confirmer. Et autant pour le climat tout à l'heure, on voit qu'à travers un indicateur, la concentration en CO2 de l'atmosphère, on arrive à avoir une bonne corrélation avec les variations du climat. Avec la biodiversité, les choses sont beaucoup plus compliquées. Mais on commence à avoir aujourd'hui un certain nombre de suivis ou d'études qui démontrent effectivement de manière claire et non ambiguë le fait qu'on a une très forte menace sur la biodiversité. Alors, parmi ces suivis à long terme, vous avez celui qui est mené et coordonné par le Muséum d'histoire naturelle, qui s'appelle le suivi stock, suivi temporel des oiseaux communs. Et là, vous avez des courbes qui vous montrent l'évolution du nombre d'oiseaux par par cortège, qu'on appelle des espèces qui vivent dans le même type de milieu, sur la période 1990-2020, sur 30 ans donc d'évolution. Et vous voyez que pour les oiseaux qui sont liés au milieu agricole, qui apparaissent ici de couleur jaune, pour ceux qui sont liés au milieu bâti, notamment on peut penser à toutes les espèces d'hirondelles, par exemple, qui viennent nicher sur les maisons, aux oiseaux des milieux forestiers qui apparaissent en vert, que sur ces trois groupes-là, on a des baisses qui sont vraiment importantes et qui marquent une tendance assez lourde. Les seuls qui tirent leur épingle du jeu, ce sont ceux qui apparaissent en rouge, qu'on appelle les espèces généralistes, des espèces qui sont capables de vivre à côté de l'homme et qui profitent du mode de vie de l'homme, qui sont des espèces très opportunistes. Mais effectivement, cette diminution importante des oiseaux qu'un certain nombre d'entre vous ont pu constater, quand on regarde par exemple sur des espèces comme les hirondelles, c'est vrai qu'on en voit moins qu'on en voyait il y a quelques dizaines d'années. On s'est aperçu aussi qu'elles touchent au-delà des espèces rares, mais qui parfois ont tout le temps été rares, elles touchent des espèces qui autrefois étaient assez abondantes. Le moineau domestique, par exemple, était une espèce considérée comme abondante autrefois. Il commence aujourd'hui à être en diminution de manière importante. Parmi les oiseaux des cortèges agricoles, l'alouette des champs est un oiseau qui était considéré comme vraiment très abondant pendant très très longtemps. Aujourd'hui, on a des diminutions très importantes de ces populations d'alouettes des champs et qui témoignent effectivement d'une crise qui est pas seulement la disparition des espèces, mais la raréfaction d'un certain nombre d'espèces et qui doivent nous poser des questions. Alors ça a été confirmé par des études qui ont été publiées récemment, en 2019 notamment, sur les populations d'insectes, et vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, où des compilations d'un certain nombre d'études menées au niveau mondial ou au niveau européen ont montré effectivement des taux de régression des populations d'insectes qui sont vraiment très très inquiétants. Le schéma à gauche indique les pourcentages de diminution de ces populations d'insectes, et vous voyez par exemple pour la deuxième ligne en partant en haut que pour les papillons, en 10 ans, on a eu une diminution de moitié des populations de papillons. Et ça, ce n'est pas sur un site donné, mais c'est bien une compilation qui rassemble des études menées sur plusieurs sites.
Et c'est vrai quasiment pour tous les groupes. Alors, il y a des groupes où c'est encore plus fort, hein, les trichoptères, qui sont des insectes dont les larves vivent dans les rivières sous les cailloux, et qui sont aussi du coup, très sensibles aux questions de pollution de l'eau. On voit qu'elles sont en diminution de 68%. Quand on compile tout ça, eh ben, on a un chiffre là qui nous dit qu'on a une chute de 41% des populations d'insectes en 10 ans. C'est énorme. Alors, on peut, comme l'avait dit de manière un petit peu provocatrice, j'ai repris cette phrase à droite, extrait de l'émission Le téléphone sonne sur France Inter, les insectes, ça pique, ça gratte, c'est moche, oui, mais s'ils disparaissent, nous aussi, ben oui, très probablement, nous serions très très menacés parce que les insectes sont non seulement à la base d'un certain nombre de services écosystémiques, on entend beaucoup parler de la disparition des abeilles, mais au-delà des abeilles, de tous les insectes pollinisateurs qui jouent un rôle majeur pour les arbres fruitiers, pour un certain nombre de productions agricoles. Mais les insectes sont aussi à la base des chaînes alimentaires, c'est-à-dire énormément d'oiseaux, de chauves-souris vont se nourrir d'insectes et d'amphibiens aussi, etc. Et si les insectes diminuent, eh bien, les espèces qui sont au-dessus diminuent et on a une fragilisation générale de l'écosystème. Donc là, on a un signal qui est vraiment très inquiétant et sur lequel il faut qu'on se penche et qu'on engage des réflexions pour voir comment on peut restaurer cette biodiversité. Alors tout ce travail sur cette vision de la diminution de la biodiversité, il a été très largement confirmé par un rapport qui a été publié par l'IPBES, donc vous avez l'acronyme en anglais ici, c'est, des fois on dit le GIEC, vous savez le GIEC c'est le groupe de travail qui suit le climat au niveau mondial, ben, c'est la même chose pour la biodiversité, c'est-à-dire que c'est un rassemblement de plusieurs milliers de chercheurs qui compilent ensemble toutes les données toutes les études qui sont menées, ils en font une analyse critique et ensuite ils présentent les résultats en indiquant la véracité, la solidité scientifique des résultats. Et donc, le travail qui est aujourd'hui publié par l'IPBES sur la biodiversité, comme celui qui est publié par le GIEC sur le climat, sont des travaux qui sont vraiment robustes, étayés et qui aujourd'hui font consensus au niveau de la communauté scientifique mondiale, hein, de l'ensemble des pays du monde, c'est vraiment important de le dire. Ce n'est pas simplement une vision européenne ou américaine ou occidentale, c'est vraiment une vision partagée. Et le rapport de l'IPBES est sans aucun doute une alerte très forte sur la question de la biodiversité, avec vous trouverez assez facilement le résumé consultable sur Internet, mais notamment des chiffres qui sont sortis, notamment qui nous disent que 1 million d'espèces seraient aujourd'hui menacées d'extinction, ce qui permet effectivement de considérer que ceux qui disent, un certain nombre d'auteurs qui alertent en disant que l'être humain va être probablement à l'origine de la 6e grande extinction en termes de biodiversité. Il y a eu 5 grandes extinctions dans les temps géologiques sur les 600 derniers millions d'années, mais que l'être humain va probablement causer la 6e grande extinction. Alors, pour la vie sur Terre, pas d'inquiétude, la vie sur Terre rebondira, elle est passée à travers les extinctions précédentes. Par contre, les impacts vont être d'abord sur nos sociétés, sur notre qualité de vie et surtout celle des générations qui nous suivent, de nos enfants et de nos petits-enfants, parce qu'une biodiversité affaiblie, c'est leur qualité de vie qui va très fortement se dégrader. Ce qui est intéressant dans le travail de l'IPBES aussi, c'est qu'ils ont fait une analyse des causes majeures qui sont à l'origine de cette diminution de la biodiversité, ce qui nous donne des pistes sur ce qu'il faut changer si on veut améliorer les choses. Et la première chose, mais effectivement, ça, on le sait et on peut le constater, c'est le changement d'usage des terres et de la mer. C'est la pression énorme que met la population humaine dans la destruction des milieux naturels. Alors, on entend parler de la destruction, évidemment, en Amazonie ou sur un certain nombre de continents lointains avec des milieux naturels qui disparaissent, mais c'est aussi vrai chez nous, avec une intensification, avec le développement des villes, avec l'extension des zones urbanisées, des zones industrielles, avec le développement des infrastructures de transport qui coupent le territoire et empêchent le déplacement des espèces. Donc là, on a une vraie réflexion à avoir, à la fois pour diminuer cette pression et puis faire en sorte qu'on puisse de nouveau favoriser la présence de la nature et des espèces au sein des milieux naturels. Il ne faut pas opposer le développement humain, le développement de nos sociétés avec la préservation de la biodiversité, mais il faut trouver de nouveaux modes de développement qui permettent de trouver un équilibre.
Le deuxième facteur, c'est l'exploitation directe de certains organismes. Alors nous, en Auvergne, on est moins touchés, mais ça concerne, par exemple, énormément la biodiversité marine. Beaucoup de poissons sont surpêchés, n'ont plus le temps de se reproduire. Et ben, une fois qu'une population de poissons a été complètement détruite ou très affaiblie, on passe à une autre espèce, etc. etc. Mais il y a une course en avant qui risque de très mal se terminer. Et aujourd'hui, sur la biodiversité en mer, l'exploitation de ces organismes est un facteur très très fort. Et puis, on trouve le changement climatique. Et donc, on est dans une spirale très négative qui est illustrée en bas de cette diapositive, où la crise climatique va affaiblir la biodiversité, puisque cette crise climatique trop rapide ne permet pas aux espèces, ne permet pas aux écosystèmes de s'adapter. Elle accroît la crise de la biodiversité, et la crise de la biodiversité fait disparaître un certain nombre d'espèces, va faire diminuer la capacité de résilience des milieux naturels, et on le verra tout à l'heure à travers les services qu'ils nous rendent. Et donc, on va augmenter la crise climatique et en tout cas augmenter la fragilité de nos sociétés par rapport à cette crise climatique. Donc cette spirale infernale, il faut absolument qu'on arrive à l'enrayer pour arriver à trouver un nouveau mode de développement, une nouvelle relation à la nature pour pouvoir sortir de ça. Et c'est en ce sens que les solutions fondées sur la nature pourront nous y aider. On le verra dans la suite de la présentation. Quatrième impact, c'est la pollution, pollution de l'air, pollution des eaux, pollution qui sont liées à des produits chimiques, pollution qui sont liées aux produits de traitement, aux médicaments que l'on relâche et qui ont des impacts sur l'ensemble des communautés du vivant. Et puis une dernière cause qui est moins vraie pour nous en zone continentale, en Auvergne, mais qui est très vraie dans un certain nombre d'écosystèmes, dans les îles, où on a des taux d'endémisme, c'est-à-dire d'espèces qui sont spécifiques à ces zones-là, c'est les espèces exotiques envahissantes que l'homme a transportées avec lui au cours de ses voyages et par le transport de marchandises, et qui peuvent être à l'origine d'effondrement de la biodiversité dans un certain nombre d'îles. Alors en France, ça peut considérer par exemple des territoires comme l'île de la Réunion par exemple. Nous vivons donc aujourd'hui une situation qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que cette concomitance entre la crise biodiversité et la crise climatique et qui concerne l'ensemble de la planète nous met vraiment dans une situation que nous n'avons jamais vécue. Alors oui, on est mal barré, mais on peut s'en sortir. Il y a urgence à intervenir. Encore une fois, nous sommes en pleine crise Covid-19 et c'est l'occasion de nous interroger sur le monde d'après dans lequel nous allons vouloir vivre et dans lequel nos enfants devront vivre. Et il y a possibilité d'infléchir notablement les choses et de s'appuyer beaucoup plus sur la nature, sur les solutions fondées sur la nature. Donc c'est ce que je vous propose de découvrir dans les présentations qui suivent si cela vous intéresse. Et puis, je vous rappelle aussi à cette occasion que le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, qui mène des actions de préservation des milieux naturels qui s'inscrivent complètement dans la logique des solutions fondées sur la nature, est une association, et que comme toute association, elle ne peut se développer et elle ne trouve sa légitimité qu'à travers le soutien qui lui est apporté par un grand nombre de personnes. Vous pouvez donc adhérer au Conservatoire, vous pouvez en savoir plus sur nos actions en nous suivant soit sur les réseaux sociaux, soit sur notre site internet. Donc j'espère vous retrouver pour la suite de ces présentations et je vous remercie de votre attention. Merci.